Chers internautes, bonjour, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Alors, fidèle au rendez-vous, chaque lundi, on a le plaisir pour accueillir vous et nos invités. Et aujourd'hui, mon invité, c'est M. Rajiv Ramlagan. Rajiv Ramlagan, bienvenue sur le plateau de GRF Web TV. Bonjour Amand. Bonjour, ça va correct? Oui, ça va, ça va. Correct. Alors, nous avons le plaisir qu'on davantage notre invité. Alors, notre invité, nous pour laisser même présenter d'abord, Rajiv Ramlagan de Omnicane. Alors, what you do at Omnicane? Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier le Global Rainbow Foundation, professeur Mugampa Souramen, qui me connaît, il peut nous depuis en Inde aujourd'hui, il n'est pas Maurice. Et surtout toi, Rama, qui t'en accueilli moi sur le plateau de Web TV de GRF, grand merci. Et donc, moi-même, donc Rajiv Ramlagan, mon habitant de Rosil, marié, père de 2 enfants. Donc, moi, mon cheminement professionnel, donc, mon fait mon premier degré en civil engineering à l'Université de Maurice. Mon gradué en 1995. Mon travail pendant 1 année dans le secteur de la construction. Et en 1996, mon décide pour faire le saut, pour faire une transition, pour aller faire un master's en environnement, en environmental engineering à l'Université de Newcastle. C'était un certain moment que very challenging, et c'était un moment que Dimon participait vraiment tellement comprend les enjeux environnementaux. Et à ce moment-là, je pensais qu'il motive quelque part le côté divin qui me donne moi sa force, voilà, une inspiration pour lever sa métier là qui me trouve ça un métier, une profession vraiment noble. C'est travailler pour la cause environnementale qui aujourd'hui nous connaît, c'est l'enjeu sociétal et planétaire pour le monde. Donc, je termine mon étude dans mon master en 1997. C'est là que je me retourne à Maurice. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans au centre d'enfouissement de Marchicose. C'était au moment que, pour la première fois, tu peux ouvrir le centre d'enfouissement. Au tout début, ça? Au tout début. C'était en septembre 1997. Donc, nous recevons les premiers déchets, mon cours rappelle, en novembre 1997. Donc, pourquoi c'était un tournant pour Maurice? Parce qu'avant, je te connais, nous étions dans un dépotoir à ciel ouvert. Vous connaissez Saint-Martin, des de Saint-Martin. Voilà, c'était mon coteau, c'est une mouche là, comment tu peux voler? Mouche toujours en feu, c'était vraiment, pour l'environnement, c'était pas bon du tout, aussi pour la santé. Et c'est comme ça qu'on a fait, je crois, un gros pas en avant, c'est-à-dire de créer ce qu'on appelle un sanitary landfill, qui est un engineered landfill où on fait l'enfouissement des déchets de manière contrôlée, qui est suivi avec un suivi. Donc j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans. Et en 2007, c'est là qu'il m'a fait encore un tournant encore. Quand je quitte ce secteur-là, je rentre dans le secteur sucre, qui peut prendre. Qu'on va venir là-dessus dans un petit moment. Merci Rajiv, merci encore une fois, bienvenue sur le plateau. Et avant d'aller plus loin, et je profite de nos passages à l'antenne pour saluer le professeur Mugampa Souramen. Normalement, c'est lui qui vous présente Rajiv Ramlagan. Ok, donc coucou professeur Mugampa Souramen, nous connaissons, il va faire un voyage spirituel et en Inde, donc nous avons dit que nous pouvons sur l'introduction de chaque lundi. Rajiv, normalement, vous avez en direction sud chaque matin pour venir dans les Naux. Alors, GPS, comment on fait pour venir là? Alors, Aman, bonne question, parce que je me connais depuis le week-end, quand je peux causer, tu peux un peu tracasser, est-ce qu'il me connaît, comment pour venir là? Oui, tracasser encore. Est-ce qu'il dit, envoyez-moi le Google Location pour me connaître comment pour venir? Moi, je ne pas tracasser. Je connais l'endroit, je connais le lieu très bien, même si. Comment on connaît ça? Donc, voilà, donc ça c'est un peu l'histoire qui me voudrait dévoiler aujourd'hui. Donc, il commence en 1981, déjà. C'est quand je passe mon CPE. Et je me rappelle que mes parents, normalement, quand les enfants réussissent l'examen, donc ils m'ont dit, nous faire une fête. On a dit, non, nous ne pouvons pas faire fête. C'est que nous pouvons faire une place que nous pouvons distribuer des fruits, des gâteaux à des personnes dans un hospice. Donc, à l'époque, je ne pas connu rien, moi, j'ai 10 ans. Et c'est mon première fois que je mets les pieds ici, c'est dans le Gandhi Ashram.
Ah, d'accord. Et ça vraiment marque moi, je ne peux pas dire que depuis ça, tu peux faire un devoir de façon régulière. Tous les ans, quand il y a un événement, nous toujours venons, nous partageons un déjeuner avec toutes les personnes qui dans le Suisse, les résidents, oui. Voilà, les personnes âgées surtout. Et ça apporte moi beaucoup de... C'est très émotionnel. Et d'inspiration. Et de réconfort pour venir partager à un moment-là avec eux. Et moi, j'ai un petit peu pincement au cœur quand je apprends que l'hospice type est fermé. Oui. Donc, moi, j'ai un peu chagrin parce que nous avons, moi, c'est comment nous pouvons gagner contact avec ces gens-là, comment nous pouvons joindre. Oui. Mais vous pensez que c'est une coïncidence extraordinaire parce que quand le Global Rainbow, il reprend l'emplacement là, et ça nous ramène moi encore ici. Donc, ce qui me content, je fais la visite ce matin, je trouve ce qu'il peut faire ici. Okay. Donc, je trouve ça l'âme-là, il est encore bien vivant. Oui. Et sa vibration qui est là, pour apporter le réconfort dans le cœur de tout un chacun, il est très présent aujourd'hui. Donc, ouais, les bons mots signalent les internautes et vous-même, Rajiv, que les locaux, là où nous sommes actuellement, c'est le Gandhi Ashram, et donc c'est la famille Gabaran qui nous met à la disposition de GRF, ça, l'emplacement là, ok, et nous pouvons continuer ça, donc il y a encore ça lien très fort entre la famille Gabaran, qui est dans la fondation, ok, et en même temps, là, nous le GRF, Global Rainbow Foundation, nous faisons une bonne activité ici. Alors, vous pensez avec beaucoup de, pas dire pincement, mais beaucoup d'émotions que vous avez visité le lieu, alors. Tout à fait. Et c'est une petite confidence. C'est que moi et Nishta Gabaran, la fille, donc on était à l'école primaire ensemble le 3e à 6e. Nishta était là lundi dernier. Donc, pour passer mot bonjour. Ok, donc Nishta, si vous nous regardez, coucou de la part de Rajiv et de Raman, bien sûr. Alors, visite des lieux ce matin, Omnicane. Alors, quel est le lien entre Omnicane et GRF? Donc, nous sommes capables de dire que c'est un cheminement qui commence très très tôt. Hein. Donc, Omnicane, en 2009, nous avons créé la fondation, la fondation Omnicane, Omnicane Foundation, en septembre 2009. Nous avons créé la fondation avec un objectif bien précis, c'est-à-dire pour apporter le côté proximité avec nos stakeholders, donc nos riverains, nos communautés avoisinantes, et pour travailler main dans la main pour l'avancement au niveau sociétal. Donc, bien sûr, pour nous faire ça, nous besoin d'un acteur. Donc, nous apportons le côté sponsorship, financement, mais nous besoin d'un gens qui ont le terrain, qui connaissent les besoins et les souffrances de ces personnes-là, pour nous capables de faire apporter ce qui besoin apporter pour les gens. Et c'est là que l'aventure avec Global Rainbow a commencé. On me rappelle un jour, le professeur Mougam, par sur un téléphone, moi, disait à moi que Jane Constance, qui peut bizarre, qu'on ne plaisante plus avec le talent qu'elle a. Ce cheminement qu'il fait. Voilà. Et les bizarre, ce qu'on appelle un iPal solo reader, qui peut permettre ça l'appareil là, il est capable de lire et avec vocal est capable de faire accompagner de sa lecture. Donc, nous tout de suite, comme on cause avec nos CEO, M. Jacques Dugnaville, tout de suite, nous finissons accepter sa demande-là et nous réussissons concrétiser sa projet-là. C'est-à-dire, en d'autres mots, vous jouez votre corporate social responsibility rôle à fond. Tout à fait. Okay. Et ça l'aventure-là, il continue, cette fois-ci, avec le projet Jaipur Food Care. Et je bien rappelle que quand nous commençons ça, c'est un container qui est venu pour la première fois, c'est parce que en local, pas formé. Et nous participons à chaque année à une campagne qui est faite pour donner une personne le Jaipur Food. Et dans le food camp, vous voulez dire? Dans le food camp. Et ce qui est intéressant, c'est que nous faisons nos employés participer. Ça veut dire que ce n'était pas juste qui nous gagne des bénéficiaires, mais nous aussi faisons nos employés participer pendant le camp, venir donner un coup de main au niveau administration, donner un coup de main pour recevoir des personnes qui utilisent des prothèses. Donc c'était vraiment une initiative que nous vraiment participer à fond dans le programme. Ça veut dire, pour résumer, je ne veux pas seulement
peut apporter sa aide financière là, mais physiquement, je involve présence physique, présentielle dans mon activité qui exactement. Je pense que ça signe vraiment marque ban employé qui, de manière volontaire, je ne viens, je ne participer. Et jusqu'à aujourd'hui, je te cause ça, parce que ça quand même apporte beaucoup de, je dirais, d'émotions. Bon. Hein. Et vous maintenant, Rajiv, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Over and above, tout ce que nous racontait Rajiv, enfant CPE, tu viens là, etc. Ça, c'est la première partie émotionnelle. Aujourd'hui, constater de visu avec la visite que Amina fait dans les locaux de GRF, et nous pensons qu'on visite également le Jaipur Foot, sa département-là. Alors, racontez un petit peu. Alors, vraiment, c'était impressionnant, hein, parce que ce qu'ils m'ont trouvé, moi, je connais l'endroit, moi, je connais le bâtiment, donc la façon que ça a été structuré pour vraiment apporter une panoplie de services à une personne qui est dans une situation de handicap. Hein, donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, je félicite la GRF pour sa vision-là. Le professeur Morgan Passouramen, bien sûr, qui lui-même peut drive tout ce qu'il nous peut trouver ici, avec la main divine, bien sûr. Bien sûr. Et pour nous, c'est... Il y a le ressource, là, on a dit le ressource. Ben voilà, il est bien important pour nous. Assez frais, hein? C'est bon de souligner, assez frais. Hein? Monsieur, il peut avoir une bonne positive, depuis là-bas. Donc, pour nous, en tant qu'un sponsor, il est vraiment rassurant parce que nous pouvons trouver que les fonds qui nous permettent à disposition de l'ONG, que ça peut aller, il peut être utilisé à bon escient et dans tout un encadrement, il y a un professionnel qui peut travailler ici. C'est vraiment réconfortant pour la suite pour qu'il nous continue sa collaboration avec GRF. Oui, bon, nous signale nous Internet qui, pas seulement Jaipur Food, je fais de donations de chaises roulantes. Par exemple, oui. C'est une vol là-dedans. Et nous cause de sponsor aussi pour le conseil de Jane Constance, over and above, ça device qui nous cause là. Le GRF Office de Maïbou, je collaborais énormément avec. Donc, c'est une collaboration continuous, ongoing, et qui peut continuer davantage. Oui. Alors, Moukaba, oui, allez-y. Peut-être, mais ça voudrait aussi dire que quand nous peut travailler avec GRF, nous toujours ayons une l'emphase pour le Sud. C'est-à-dire quand nous peux faire le Jaipur Foot Camp, moi j'ai fini dire professeur Passouramen que nous pouvons mettre l'emphase nous bénéficiaires du Sud. Donc priorité c'est pour nous bénéficiaires du Sud parce que Omniken nous basons dans le Sud. Oui, nous venons là, voilà. Et même pour nous faire un projet pour donner une chaise motorisée à une personne. C'est Bandimoun du Sud qui viennent vers nous et nous channelons vers la GRF. Excellent, excellent. Alors, sur Internet, nous sommes en direct de GRF Web TV, émission à cœur ouvert aujourd'hui. Et nous avons comme invité M. Rajiv Ramlogan de Dominicaine, présent sur notre plateau, que nous pouvons partager un petit peu avec vous et la collaboration très, très forte, très puissante qui existe entre la GRF et la Fondation Omnicaine. Alors, dernière, last but not least, ok, c'est votre participation avec nos livres de iRise. Allez-y, cause un petit peu là. Alors, ça aussi, je peux dire que il y a beaucoup de coïncidences dedans. Hein? Allez-y. Donc déjà, moi je partage ça avec toi, Rama, c'est quand nous get iRise. Oui. Et quand nous prenons le I, nous mettons entre le R et le S, ça veut dire qu'il fait RISE, R-I-I-S-E. C'est les 5 valeurs dominicaines. Donc bon. C'est une coïncidence extraordinaire qui, comme nous répétons pour nous mettre notre là. Alors, I, RISE, c'est le titre du livre. Voilà. OK? Sinon, si nous prenons le R, nous déplaçons-les. Voilà. Okay. Alors, Livin, RISE, R-I-I-S-E, qui représente les 5 valeurs qui sont les piliers des valeurs dominicaines. Which stands for responsibility. Le R for responsibility. Integrity. I for integrity. Innovation. I again for innovation. Sustainability. S for sustainability. And efficiency. And E for efficiency. Voilà. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Voilà. Oui. Alors, pour moi, personnellement, en tant que rédacteur en chef de ce livre, ok, ça fait moi énormément plaisir quand on regarde une correspondance. Récemment, là, vous pensez 2 ou 3 jours de cela, que votre CEO, M. Dugnaville, n'est-ce pas, il envoie aux employés. Alors, à l'occasion
de International Day of Conscience. International Day of Conscience. Alors, je peux offrir, la fondation peut offrir à chacun de son employé, correct, un livre, une édition, Oui. un exemplaire plutôt, Oui. de I Rise. Oui. Qui fait, parce que le livre I Rise, c'est une compilation de bonnes histoires poignantes et qui, quand même, c'est une leçon de la vie. Oui, et non. Et quand nous guettons ça livre-là dans sa perspective-là, parce que chaque livre qui nous peut donner, nous allons employer, c'est, nous appeler, c'est un livre de chevet qui peut accompagner nous allons employer, parce que bien souvent, nous-mêmes, hein, les humains, nous avons tendance trouve une situation négative. Oui, très souvent. Très souvent. Dans tout ce qui nous bloque dans la circulation, nous stressés, nous en colère. La pluie tombée, nous en colère. Donc, par contre, quand nous quittons ce qui s'appelle là, ils vivent, comment on quotidien, comment on surmonte l'handicap qu'ils ont, non? Pour aujourd'hui exceller et faire une chose qui est vraiment extraordinaire. Vous pensez que c'est une source d'inspiration. Et que c'est là le message que M. Juniaville fait passer dans ce lettre d'accompagnement à sa magazine-là, c'est que les besoins viennent comme la Bible. Ça livre-là, les besoins viennent comme la Bible. Les besoins là où la table, ou besoin partager avec un collègue, ou besoin partager avec un membre de famille, parce que c'est une source d'inspiration pour tout un chacun. Est-ce que la Fondation autorise, nous pensons à lettre-là, puis mettez-le une page Facebook? Ah oui, certainement. Certainement. Ok, donc avec votre permission, alors on prend note que nous faisons une publique sa lettre-là. Bien sûr. Donc vous n'avez pas d'objection là-dessus. Ah non, pas du tout. Bon, moi, j'en profite de sa plateau-là pour demander la permission. Ben, nous venons omniquin. Alors, moi, vous demande la régie, passe-nous un petit extrait, une petite introduction de, nous passe 3 minutes, après nous pourrons arrêter, de Dominicaine, et à partir de là, nous pourrons entamer le reste de la conversation. Sur le complexe agro-industriel de la Baraque, connu depuis 2010 sous le nom d'Omnicane, une nouvelle unité unique en son genre sort de terre. Ayant vocation à valoriser les résidus de combustion des centrales de production d'énergie électrique et de vapeur, ces installations compléteront bientôt la Flexifactory. Cet ensemble intégré, ou cluster en anglais, illustre bien le processus de modernisation de l'industrie cannière mauricienne. Il est conçu pour créer, dans le cadre d'un développement durable et inclusif, le plus de valeur possible à partir de la canne à sucre cultivée depuis plus de 2 siècles dans le sud de l'île Maurice. Quand la canne rentre dans l'usine, l'objectif c'est de valoriser tout ce qu'il y a, et aussi nous avons un objectif environnemental, c'est d'avoir 0 déchet. Avant, nous étions dans un marché de commodité avec du sucre roux. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est segmenter ce marché et rentrer dans les niches à haute valeur ajoutée. Donc on a déjà commencé avec le sucre raffiné. Nous avons développé dernièrement l'usine d'éthanol avec 2 annexes, une pour faire des fertilisants liquides et l'autre pour faire du CO2 domestique. La dernière chose qui nous reste, c'est une usine de traitement des cendres de centrales thermiques. Quand on aura fait ça, on aura bouclé la boucle. Une boucle qui commence par la réception à l'usine d'environ 1 350 000 tonnes de canne pendant chaque campagne entre juin et décembre. Durant cette période, l'usine travaille 24 heures sur 24 du lundi matin au dimanche matin pour traiter cette matière première fournie à près de 80% par une dizaine de gros planteurs et le reste par 6500 petits planteurs. Dans le cadre de sa politique inclusive, Omnicane les accompagne pour se regrouper afin de pouvoir accéder à des économies d'échelle, notamment sur les achats d'intrants et la location des coupeuses mécaniques. Une façon de faire face à la pénurie de main-d'œuvre dans les champs. À l'usine, ce problème a été réglé avec l'automatisation des procédés. La canne arrive à l'usine, elle est préparée, donc elle sera coupée en petits morceaux, elle sera défibrée. Une fois défibrée, elle va passer dans un moulin où on va presser le jus, et ce jus va être pesé, clarifié, et ce jus propre plus tard sera évaporé pour obtenir du sirop. Le sirop sera ensuite envoyé dans des appareils à cuire. Là, nous allons commencer la partie cristallisation. On va obtenir un produit qu'on appelle une masse cuite. C'est des cristaux enrobés d'une liqueur qu'on appelle de la mélasse. Pour pouvoir séparer la mélasse et les cristaux, nous envoyons de la masse cuite dans les centrifugeuses. Et le rôle de ces machines, c'est de séparer les cristaux d'un côté et la mélasse de l'autre côté. Mener à bien ce process à moindre coût sans rien sacrifier, c'est un véritable challenge. Un gros défi, c'est d'essayer de consommer le moins d'énergie possible à l'usine, tout en gardant le standard et pouvoir produire le même sucre de la même qualité. Nous choisissons des équipements qui sont
moins gourmand entre guillemets, au niveau énergie électrique. Et aussi au niveau consommation vapeur, nous choisissons des équipements qui sont beaucoup plus modernes. S'ajoutant aux effets de la rationalisation de la filière, avec une seule usine qui fait désormais le travail de 7 auparavant sur le même bassin canier, cette modernisation est suivie, pour ne pas dire incarnée, par des professionnels dont le métier à l'origine manuel évolue avec une dimension. Voilà. Ok, voilà, de retour sur le plateau de GRF. Rajiv, alors nous passons une première partie de sa très joli reportage, le Omnicane là. Est-ce qu'il nous a un petit peu dans le temps avant de nous venir directement à l'Omnicane, hein? Alors, c'est-à-dire l'industrie sucrière à Maurice. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à Maurice, X nombre d'années de cela, peut-être au cas de nous, date ou plus précisément, nous tenons un certain nombre d'industries sucrières. Vous pensez que tu tournes autour de une vingtaine, ou peut-être plus. Allez, moi écoute. Alors oui, c'est vrai que à Maurice, la canne, c'est l'activité agricole la plus ancienne qui nous est, non? Donc la canne tient introduite au XVIIe siècle à Maurice. Donc nous avons une histoire de plus de 350 ans, 400 ans. Maïs de la Bourdonnais qui amène la canne? C'est Ban Hollandais. Ban Hollandais d'abord. Ok. Voilà. Ban Hollandais. Et comme on peut dire, à un certain moment, nous tenons à l'époque, de 259 usines dans les années 1800. 259 usines. Et progressivement, ça m'a l'usine là, une fermée, une centralisée, une augmente. Et aujourd'hui, nous retrouvons uniquement avec 3 usines. Donc, il y a une usine dans le nord, l'usine de Tira, il y en a une dans l'est, et le sud, c'est l'usine de Omnicane à La Baraque, l'Escalier. Donc, l'histoire même d'Omnicane, il commence avec la compagnie Montrésor Mont-Désert en 1926. Donc, nous avons presque 100 ans d'histoire et d'engagement dans la culture de la canne et la fabrication du sucre. Et moi, besoin de dire que les années 2000, c'est un tournant pour l'industrie sucrière mauricienne, parce que comme tu connais sûrement, c'était l'époque que nous étions sous la menace pour perdre le protocole sucre, le démantèlement du protocole sucre. C'était la convention de Lomé. Voilà, c'était la convention de Lomé de 1975 qui Maurice était signataire, qui est bénéfique parce que les fins permettent nous assurer qu'il y a un quota et un prix garanti pour l'exportation de notre sucre. Et c'est ça qui nous permet de devises rentrer dans le pays et qui nous permet nous développer le pays. Avec le démantèlement du protocole sucre, nous connaissons que nous pouvons retrouver nous tôt ou tard un marché ouvert, compétitif surtout, et nous devons trouver les moyens pour capable faire face à ça et faire ce challenge là vient une opportunité. Et là, moi je voudrais saluer tout le monde qui ils mettent la tête ensemble, ils mettent de bonnes différences de côté, que ce soit au niveau politique, acteurs économiques et travailleurs, syndicats, tout mettre la tête ensemble pour nous venir avec ce qu'on appelle le Multi-Annual Adaptation Strategy. C'était un roadmap qui définit le plan MAS 2006-2015 qui pour redonne l'aide de noblesse à l'industrie sucrière pour faire une industrie cannière. Donc, quand nous disons nous pouvons faire face à la compétition, ça veut dire nous besoin de comment nous pouvons faire pour nous être plus compétitifs nous-mêmes. Donc, pour ça, l'objectif principal, c'était pour réduire nos coûts de production, parce que si nous avons un coût de production qui est élevé, nous ne sommes pas capables de compétir avec là, je fais un style, un short analysis pour connaître qui sont strengths, qui sont weaknesses. Voilà, hein? Voilà. Donc, le strength, c'était vraiment le point fort qui nous est, c'est le savoir-faire qui nous est au niveau de la canne, au niveau du sucre. Et nous comprenons que, comme je peux dire, nous devons faire la centralisation de bonnes activités usinières, parce que dans le sud, nous avons 8 usines qui peuvent opérer. Et progressivement, nous utilisons. Parmi Saint-Félix, Bellombe. Donc voilà, et dans Richanneau, Britannia, Montrésor, Saint-Aubin, Bellombe, Saint-Félix et Rosebel. Donc progressivement, depuis 2002,
jusqu'en 2010, tout ça, l'usine-là, est fermée et toutes les cannes du sud, ils convergent vers l'usine de la baraque. Pourquoi nous faisons ça? La baraque l'escalier. La baraque l'escalier. Donc, pourquoi nous faisons ça? Parce que pour nous capables de bénéficier de l'économie d'échelle et en termes d'efficacité de nos bandes process. Et nous besoin modernise et agrandit l'usine de la baraque en 2006 pour qu'à partir de l'année 2007, sa capacité triplée. Donc, il sortit une certaine quantité de tonnes de cannes qui peut écraser pour lui tripler sa capacité et il prendre tout le bassin cannier du sud. Ça, c'était un challenge extraordinaire, ça. Un challenge extraordinaire parce que nous besoin non seulement... Et l'investissement également. Exactement. Donc, ça une demande la prise de risque par Omniken et aussi un investissement colossal que nous besoin mettre en place pour faire ça, l'agrandissement, modernisation de l'usine de la baraque avec un équipement state of the art qui vous permettre nous de deliver en termes de ce qui nous envie de faire de nos ambitions. Nous finissons aussi comprendre qu'il nous besoin faire créer de la valeur ajoutée. Parce que ce qui nous fait passer dans le film qui te montré là, les montrer qui nous prend canne, nous produit d'ici crew. Et moi besoin dire qu'ils jusqu'en 2008, c'est tout ce qu'il nous peut faire. Ça veut dire Maurice nous prend canne, nous craser, nous fait d'ici crew, et d'ici crew nous exporter en bulk. Comment on gagne d'ici blanc? Donc voilà. Alors le d'ici crew qui nous peut exporter. À ce moment-là, l'acheteur, lui, il prend ça, il fait du sucre raffiné et bien sûr, il gagne tout le premium pour la valeur ajoutée qu'il crée. Nous comprenons que nous sommes capables de créer la valeur ajoutée localement. Et c'est là que nous investissons dans une raffinerie. Donc, ça alors, pour me résumer un petit coup, ça veut dire l'industrie sucrière qui peut produire le sucre roux, l'exporte, après nous réimporte du sucre blanc cette fois-ci. C'était comme ça. Oui, nous importons du sucre blanc pour nos propres consommations et nous exportons uniquement le sucre roux avec un petit peu de sucre spéciaux, mais c'est principalement le sucre roux. Avec la raffinerie aujourd'hui, nous permettons nous-mêmes transformer ça du sucre roux là, tout ça du sucre roux qui est produit par l'usine de la baraque, et nous aussi recevoir aujourd'hui. La raffinerie Omniken est la seule raffinerie sur l'île. Donc, nous recevons le sucre roux qui provient de Alteo et nous faisons le raffinage du sucre. Nous produisons c'est une collaboration même Alteo avec Omniken. Voilà. Donc, nous produisons le sucre blanc. Et qu'en est-il de Terra également, et non? Terra, c'est plutôt un sucre spéciaux qu'il est déjà produit. Donc, le sucre blanc qui nous produit directement pour nos clients. Donc, les clients qui sont les gros comme Coca-Cola, Nestlé, Cadbury, les grosses marques qui utilisent le sucre. Donc, nous produisons le sucre pour eux. Donc, quand nous disons nous produisons du sucre pour ça, un gros consommateur là, c'est aussi l'emphase sur la qualité et sur l'hygiène alimentaire. Donc, le côté food safety est vraiment crucial. Donc, ça, c'est un tournant pour la fabrication de sucre dans Maurice parce que quand nous faisons face à une exigence qui un client là, tu peux mettre en face de nous. Alors l'équation était très simple. Soit nous comply avec ce qu'ils ont demandé et nous fidélise sa clientèle là, ou bien là, alors d'ailleurs. Donc nous sommes proactifs, nous ne pas attendre qu'ils nous viennent au pied du mur. Proactivement, nous implémentons une norme de qualité et de food safety qui là, tu peux demander. Et aujourd'hui... Sinon, c'était adapt or perish. Adapt or perish, c'était ça. Et nous avons besoin de ça flair là et pour capable être proactif et prendre une bonne décision, c'est que tu besoin prendre pour vraiment régler nos façons qui nous travaillent et mettre beaucoup l'emphase la qualité. Mais Rajiv, il y a des affaires qui bien pourtant également là, c'est la formation tient un grand rôle prépondérant là-dedans là. Bien sûr, parce que ban gens qui peut travailler dans l'industrie, c'est pas tu connais. Par exemple, quand nous cause automatisation, longtemps quand un gens peut travailler dans l'usine, il peut bouger fermer la vanne, il fait manuellement. Aujourd'hui, ça peut faire à des clics sur l'ordinateur. Donc ça, ban gens là, je demande être recycler, être reformé. Et comment nous dire, la formation ne s'arrête pas. Nous devons toujours remettre nous-mêmes en question. Et ça, c'est une politique qui nous... Ongoing. Nous re-question, nous repose questions, qui sont nouveaux, parce que vous pensez, dans ce secteur-là, et dans la compétition internationale quand même qui existe. Voilà, la compétition très très féroce. Et nous devons toujours être à l'écoute, être à l'avant-garde. Ça veut dire toujours nous devons faire un pas devant.
nous besoin toujours Super. garder un pas devant pour nous capables de gagner l'avance là nous ban compétiteurs et pour nous capables de continuer position Maurice sur le marché international. Moi, j'ai une petite question à ce niveau-là. Là, hein. Et est-ce qu'il nous toujours un challenge de la part des betteraviers? Alors, oui, parce que ban betteravier, je tiens un certain... Pour nous, Internet, définir un petit peu comme vous pouvez servir le terme betteravier pour la comprendre. Betteravier, c'est un producteur en Europe qui produit le sucre à partir de la betterave. De la betterave. Mais nous besoin dire que la plus grosse part de la production de sucre se fait à partir de la canne. De la canne. Et aujourd'hui, la canne, il y en a beaucoup plus de bénéfices qu'il y a apporté, beaucoup plus de coproduits et de sous-produits qui nous généraient. Par exemple, la bagasse, qui est une source d'énergie renouvelable, qui la betterave, pas pour de nous ça. Pas pour de nous. Et aujourd'hui, avec la canne, nous sommes capables de dire qu'il y a Maurice, si Maurice peut dire nous peut produire 20% d'énergie renouvelable, 18 à 20% d'énergie renouvelable à aujourd'hui, là-dedans, il y en a 14 à 15% qui peut provenir à partir de la bagasse. La bagasse, c'est une source d'énergie renouvelable qui est fiable, qui est disponible pendant toute la période de coupe. Il n'y a pas une énergie intermittente aléatoire. Donc, c'est quand même très important pour la stabilité en termes de demande sur le réseau. Mais, Rajiv, avant sa centralisation-là, qu'est-ce que tu peux faire avec la bagasse? Hein? Alors, tiens, une cause longtemps, nous disons, tu as une bagasse, toi. Oui. Tu connais ça? Donc, quand nous disons, tu as une bagasse, ça veut dire que tu ne vaux rien. Oui. Et aujourd'hui, non. Quand on dit bagasse, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que la bagasse, lui permet nous, comment m'expliquer, lui permet nous relève le défi du changement climatique et lui permet nous relève le défi de la production d'énergie de sources propres, locales et qui est renouvelable. Donc la bagasse, il retrouve tous ces lettres de noblesse et aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence qu'aujourd'hui, avec le dernier budget, la bagasse est rémunérée à un meilleur prix pour le planteur. Justement, j'allais venir là-dessus. Oui. Maintenant, le planteur qui longtemps, tu peux gagner l'argent seulement avec la canne, tenace canne, ok, qu'il tient, non? Moi, on rappelle mes grands-parents, et dans le sud, justement, c'était à Chemin-Grenier, Oui. dans la région de Bellevue et tout ça, toute cette région-là, correct? La famille sortie là-bas, correct? Mes parents, mes grands-parents. Alors, c'était que l'argent provenant de tonnage de canne. La vente du sucre. La vente du sucre. Voilà. Ok. Maintenant, c'est-à-dire que le planteur est rémunéré également avec ce qu'on obtient de la bagasse. Exactement. Donc, le planteur est rémunéré à un prix vraiment très, très intéressant pour le planteur. Et c'était une affaire qui tout bon acteur qui dans le secteur nous t'y demandait parce que c'est extrêmement important qui nous trouve une source de revenus pour le planteur pour capable maintenir une business. Donc, je gagne un revenu à partir de la bagasse, je gagne un revenu aussi à partir de la mélasse parce qu'aujourd'hui, encore une fois, dans sa... Quand nous bécos mélasse, tu allais justement, nous tu trouvais dans le film, un moment tu mentionnais. Oui, voilà. Donc, la mélasse, encore une fois, c'est un autre sous-produit de la fabrication directe du sucre. Et la mélasse encore jusqu'en 2013, pareil comment d'ici nous peux prendre, nous peux exporter à l'étranger, mais la mélasse aussi, nous peux vendre ça à l'étranger. La mélasse, par exemple? Alors la mélasse, nous produit l'éthanol, surtout l'éthanol. Quand nous peux exporter, c'était utilisé sûrement pour produire de l'éthanol. C'était aussi utilisé comme aliment pour le bétail. Et dans les médicaments aussi, on utilise la mélasse, n'est-ce Voilà. Non, pas la mélasse, mais l'éthanol. L'éthanol qui est produit à partir de la mélasse. Donc, toujours dans sa lignée de dire qu'il nous peut créer un produit à valeur ajoutée à partir de sous-produits de la canne, du processing de la canne. Donc, en 2014, nous démarrons la distillerie de bioéthanol dominicaine à la baraque qui permet de nous prendre toute la mélasse qui nous produire du bioéthanol avec ça. Okay. Et ce bioéthanol-là, comment tu fais dire, nous avons plusieurs façons de nous capables d'utiliser. Nous sommes capables de servir comme pour faire l'alcool de bouche. Nous sommes capables de servir comme carburant. Nous sommes capables... Carburant. Okay. Nous capables... Est-ce qu'on le fait à Maurice, par exemple?
Non, c'est pas encore le cas. Donc, il y a une étude. Avec ça, prix qui nous paye l'essence. Oui, peut-être il vient quelque chose d'actualité. Ben, c'est aux décideurs du pays de considérer, mais techniquement, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et aujourd'hui, nous pouvons même exporter l'éthanol à la Réunion. Quand je peux servir ça, ce qu'on appelle un moteur à combustion pour produire de l'énergie propre, l'énergie renouvelable pour le réseau électrique à La Réunion. Mais Rajiv, sorry, encore une fois, ça cadre bien avec l'étude qu'ils ont fait, quand tu peux dire, moi, ça masters qu'ils ont fait au niveau de l'environnement, qui est partie d'actualité. Maintenant, subitement, divine, comme on a dit, vous a dirigé dans ce secteur-là, et maintenant, tout ce que vous avez appris au niveau de vos études, vous êtes en train de le mettre en pratique. Pas pour dire ça. Moi, pour dire que c'était un passeport pour moi, pour rentrer dans ce domaine qui est beaucoup plus vaste. Peut-être à l'époque, je n'ai pas réalisé, il est beaucoup plus vaste que juste l'aspect environnemental. Alors, juste pour compléter ce que je me disais tout à l'heure, donc, quand je quitte la compagnie que je étais avant dans les déchets, quand je rentre en 2007, c'était vraiment pour prendre le poste de Environment Manager, donc regarder tout l'aspect environnemental. Et ce qui me tient content, c'est qu'il est venu à un bon timing, parce que c'était le moment que l'industrie peut faire un tournant 180 degrés. Okay. Ça veut dire que c'était a new way of looking at things, c'était faire face à un nouveau défi, un nouveau challenge. Et moi, je join l'équipe avec à la tête le CEO, M. Jacques Juniaville. Moi, je join l'équipe-là à ce moment-là. Donc, ça nous permet, nous, comme si commence des choses from scratch et mettre en place les choses qui sont besoin pour nous capables de permettre le progrès et le développement de la compagnie. Donc, nous sommes d'un point de vue environnemental, mais après qui nous comprend, c'est vraiment l'aspect développement durable. Donc, l'aspect développement durable qui couvre non seulement l'aspect écologique, mais aussi l'aspect social. Et quand nous mettons tout ça là ensemble, c'est que là qu'en 2010, nous décidons pour créer un département qui nous appelle Sustainability Department. Et mon besoin de dire qu'il m'a même besoin de remettre en question et mon besoin à le faire. Reinvent yourself. Reinvent myself, réapprendre. Réapprendre pour là qui m'a fait un MBA in Global Sustainable Management. De nouveau, qui finit permettre moi comprendre c'est quoi le développement durable et comment nous sommes capables de mettre en place à corporate level. Et là, nous avons créé le département de Sustainability et moi, je peux head jusqu'à maintenant, ce département-là, quand nous venons accompagner une opération dominicaine pour nous venir mettre en place une série de... Donc, Rajiv Ramlagan, les signes fait ce bout de chemin au sein de dominicaine. Vous êtes à combien de temps? Donc là, ça fait 15 ans. Énorme, quand même. Enfin, énorme, mais vraiment pas tous les temps passés parce qu'il y a tellement de challenges, tellement de choses passionnantes à faire et il est vraiment enjoyable. Vous êtes dans un département de R&D, Research and Development? Bien sûr. Donc, comment nous dire, dans nos 5 piliers qui nous sont, innovation, c'est one of the key pillars. Et pour nous capables de faire l'innovation, nous besoin de Research and Development. Et aujourd'hui, nous mettons en pratique la recherche et le développement. Par exemple, je vais donner un exemple parce que nous produisons la sonde de charbon parce que nous centrales opèrent avec la bagasse en période de coupe parce que la bagasse est disponible pendant la période de coupe, mais en entrecoupe, l'énergie qui nous servit, c'est d'y provenir à partir du charbon. Donc, le charbon nous génère ce qu'on appelle les sondes de charbon et nous venons avec un projet innovateur, nous travaillons un projet de R&D, que nous venons mettre en place une unité qui nous appelle un Carbon Burnout Unit, que nous venons retraiter ça la sonde de charbon là, nous épuisons le carbone dedans et nous rendons un produit qui vient utilisable dans le ciment. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait un importateur de ciment, un gros importateur, Lafarge, Holcim, au lieu qu'ils importent X tonnes de ciment, ils utilisent ce produit local là et ça permet d'éviter l'importation du ciment, Portland Cement qui nous appelé. Donc c'est un green cement qui nous peut fournir à partir d'un produit qui au départ pas valorisable. Un autre exemple, c'est l'exemple concret de R&D, c'est que nous développons une gamme de sucre qui nous appelle le sucre Dina Life.
qui est un sucre antioxydant et un sucre low GI, faible indice glycémique, qui nous fait mettre sur le marché et qui est très bénéfique pour la santé. Peut-être surtout pour les personnes diabétiques et autres. Oui, alors le sucre, le sucre antioxydant, c'est un sucre qui contient un dérivé 100% de la canne, donc il est tout à fait naturel. Il provient de la mélasse, donc nous extraire l'antioxydant de la mélasse. Et le sucre antioxydant, nous sommes capables de dire, pour une comparaison, nous tous connaissons blueberry. Nous disons blueberry, il y a une photo d'antioxydants. Donc, si nous guettons poids pour poids pareil. Par exemple, vous connaissez blueberry very good pour la prostate, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, dans le sucre antioxydant, nous retrouvons 3 fois plus de propriétés antioxydants qu'il nous a dans le blueberry. Wow. Et ça, il est bon pour la peau, il est bon pour le cœur, il est bon pour les foies, et comment on dit, même pour la prostate. Donc, pour notre immune système, il est extrêmement bon. Et un autre sucre qui nous a développé, c'est le low GI sugar. Ça veut dire le sucre à indice glycémique faible, qui lie, il y a encore plus d'antioxydants dedans. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a une slow release sugar. Ça veut dire qu'il release l'énergie de manière plus lente dans le sang, et il évite qu'il nous ait un pic de sucre dans le sang. Bien souvent, pour un diabétique, quand je prends du sucre, donc il y a un pic. Et c'est ça qui cause... Surtout c'est un problème avec le pancréas, qui insuline pas sécrétée suffisamment, voilà, donc, conversion de glucose de glycogène, voilà. Donc et tout ça, donc par contre, quand on a un slow... Donc ça vient déstabiliser ce niveau de sucre dans le sang. Et le low GI, c'est quelque chose qui finit prouvé, homologué par le WHO. WHO, surtout le Low GI Foundation d'Australie, qui finit certifié qu'il le produit un GI index de moins de 55, donc là nous avons 51, donc nous compliant avec le Low GI Foundation, le standard. Et nous, c'est un indice qui nous aussi gagne l'occasion de tester, parce que nous finissons peut-être au courant, nous participons avec la MRC dans un projet qui nous appelle Research and Innovation Council, qui nous participe dans un projet sur 2 ans, ce qui nous appelle le Fighting Diabetes at the Workplace. Un projet, je dirais vraiment innovateur, parce que c'est la première fois que nous amènons le soin, le counseling pour une personne qui est diabétique ou bien en situation de prédiabétique at the workplace. Normalement, quand on dit qu'il y a une complication, les là, pour taper la porte d'un médecin. Ici, non. Nous amène le service. On appelle ça après la mort, là, voilà. Par contre, faire en amont. En amont. Okay. Donc, c'est un projet qui, pendant qu'il nous fait ça pendant les 2 ans, il permet nous utiliser le produit Low GI Sugar sur un batch de personnes diabétiques. Et nous finissons agréablement surpris pour trouver que ce niveau de sucre dans le sang, il reste très très stable. Très bien. Et ça, c'est vraiment bénéfique. Donc, c'est quelque chose qui vraiment nous fier de ça. Qui nous nous voudrions continuer. Moi, demande la régie et passe-nous la deuxième partie de sa film que tu peux regarder là. Comme ça, nous avons Internet capable de gagner l'occasion, le plaisir, trouver une deuxième partie et après, nous vous continuer la conversation. De l'autre côté. Mener à bien ce processus modernisation est suivi, pour ne pas dire incarné, par des professionnels dont le métier, à l'origine manuel, évolue avec une dimension toujours plus technologique. En 86, on commençait comme si timidement à automatiser certaines machines. Mais pour arriver de là, après 28 ans, on peut dire que tout est entièrement automatisé. On peut piloter toutes les opérations à travers cette salle de contrôle, et aussi il y a l'aspect qu'il faut aller voir sur le terrain. Mais on a beaucoup d'outils qu'on a mis à notre disposition pour pouvoir faire ce travail-là. Pour moi, c'est un challenge. J'ai commencé comme apprenti et maintenant, je me retrouve à l'échelon un peu supérieur. Pour moi, c'est très motivant. Pour conduire au mieux les opérations, des contrôles sont effectués régulièrement. En tant que responsable du laboratoire, je suis responsable des analyses des produits en usine, tels que la bagasse, le jus, le sirop, le sucre et la mélasse, afin d'assurer que les paramètres de qualité et performance sont respectés. Ces analyses sont publiées tous les jours à ceux qui sont concernés afin de leur permettre de prendre des mesures correctives en cas de besoin.
Ainsi, directement ou via un immense stockage permettant de travailler en dehors de la campagne de coupe, le sucre brut produit par l'usine peut être expédié à la raffinerie. Il arrive en cristaux, sucre au coupe, il est refondu pour avoir une liqueur. Cette liqueur est traitée dans une station de clarification où la couleur descend à 50%, où on enlève aussi les impuretés. De cette liqueur, il y a toujours de la couleur, donc c'est traité encore une deuxième fois, cette fois-ci une station de résine pour retirer la couleur finale dans la liqueur. De là, ça va à la cristallisation. Les cristaux sont séchés, conditionnés et ensuite emballés pour être exportés. Des exportations qui évoluent pour s'adapter à un marché de plus en plus compétitif. Il y a un an, on fournissait le sucre à un seul client, dans un seul type d'emballage. Aujourd'hui, on a 3 clients principaux. Avoir 3 clients nous permet d'avoir la perspective de faire beaucoup plus de types de sucre à valeur ajoutée, dépendant de la demande de chacun. Ce qui implique des niveaux d'exigence sévères en termes de qualité. Un des challenges du laboratoire de la raffinerie. Ici, on fait les analyses sur la matière première, telle que le sucre, la liqueur, jusqu'au produit final. Le sucre pourrait être exporté ou consommé localement. Et on assure que tous les paramètres sont conformes à des spécifications et aux exigences des clients. Il y a certaines normes qu'on doit respecter. C'est le BIOC, c'est un norme anglais. On a le kosher et le halal. On contrôle la qualité, mais on s'occupe aussi de la traçabilité. La traçabilité, on a des fiches techniques qu'on remplit tous les jours, depuis la matière première jusqu'au produit final. C'est pour retracer nos batchs de sucre facilement. La sécurité alimentaire est très importante pour le bon fonctionnement de la raffinerie. Des batchs qui sont désormais emballés avec la plus grande attention. Sécurité alimentaire oblige. Pour commencer l'emballage, bien respecter toute l'hygiène voulue. À l'intérieur, bien propre, garder l'environnement sain, parce que d'ici, sorti à l'usine, directement dans la cuisine. La machine d'embarcation, balance, longtemps il y a balance manuelle, peser, tirer, maintenant il y a l'électronique. Les équipes d'Omnicane valorisent le sucre brut en le raffinant, mais aussi désormais la mélasse. Au lieu d'exporter en l'état cette partie du jus qui n'a pas cristallisé, elle est distillée sur place. Dans cette distillerie, nous produisons de l'éthanol à partir de la mélasse. De cet éthanol, nous produisons aussi des sous-produits qui s'appellent la vinasse concentrée, utilisée dans les champs comme fertilisant. Nous produisons aussi du gaz CO2 utilisé dans l'industrie des boissons gazeuses. Nous atteignons nos objectifs qui sont de 70 000 litres par jour. Nous avons été aussi certifiés par une grande compagnie américaine pour exporter nos produits sur l'Afrique. Utilisé par les producteurs de boissons alcoolisées, les industries pharmaceutiques et cosmétiques, cet alcool presque pur est le fruit d'opérations physico-chimiques dont la conduite requiert beaucoup d'énergie. Celle des équipes qui pilotent les machines jour et nuit, mais aussi l'énergie électrique et la vapeur produite par la centrale, l'une des autres pièces maîtresses. Chers internautes, de retour sur le plateau de DRFM TV, émission à cœur ouvert. Et pour ceux qui nous suivent depuis ce matin, nous avons comme invité aujourd'hui M. Rajiv Ramlagan d'Omnicane. Rajiv, de nouveau sur le plateau. Alors, quand nous regardons le film, nous pouvons trouver encore une fois sa chaîne d'activité que vous avez là. Alors, comment quelqu'un dit d'ici, sorti dans l'usine, direct dans la cuisine. Direct dans la cuisine. Réponse à phrase, nous contient. Voilà. Donc, comme on me suis expliqué, ce que nous pouvons faire jusqu'en 2007, c'était juste prendre cultive la canne, produire du sucre et nous exporter. Nous produisons un petit peu l'énergie pendant la période de coupe qui nous servit pour nos besoins et nous exportons un petit peu le réseau. Quand nous venons avec ce nouveau développement qui nous a apporté, la transformation de cette industrie sucrière en industrie cannière et nous créer l'industrie de écologie qui nous met en place là, c'était vraiment pour développer un modèle d'économie circulaire que chaque sous-produit vient un intrant dans un autre process. Donc nous valorisons la bagasse d'une manière plus efficiente, ça veut dire nous sommes capables de produire plus d'énergie dans une centrale et dans une chaudière qui est beaucoup plus efficient. Nous sommes capables de produire l'éthanol à partir de la mélasse. Nous sommes capables de produire le CO2 parce que quand nous faisons la fermentation de la mélasse, nous émanons le CO2, donc nous récupérons ce CO2-là, nous purifions et ensuite c'est réutilisé par les producteurs de boissons gazeuses. Parce que il bon dire que si nous pas fournissons sa source de CO2 naturelle, ça bonne compagnie qui produit des boissons gazeuses, brûle le diesel pour produire du CO2.
Donc, écologiquement, qui pas correct. Qui pas correct, qui pas correct. Donc, nous pouvons réussir à faire d'une manière écologique et nous aussi produire un biofertilisant liquide, ce qui nous appelle la vinasse est un sous-produit de la production de l'éthanol. Oui. Donc, la vinasse, nous concentrons en CMS et le CMS est riche en potasse, qui est très important pour une valeur agronomique pour la pousse de la canne. Donc, au lieu qu'ils aient servi un engrais chimique, donc là, nous pouvons gagner un engrais qui... Ça veut dire un byproduct of sugarcane qui est réutilisé dans les champs pour donner ça l'engrais, comme nous dire, voilà, ça la force pour ce plan-là. C'est ça. Donc, ça permet de nous éviter l'importation de bons fertilisants chimiques, parce que nous connaissons aujourd'hui ça ban fertilisant chimique là, le prix est tellement volatile avec la courbe du pétrole. Avec le dollar qui peut grimper. Voilà, donc c'est autant de devises qui nous peut éviter, qui nous peut avoir en dehors de nos pays. Donc c'est un modèle d'économie circulaire qui nous développé. Aujourd'hui, on a besoin de dire que c'est un modèle qui aujourd'hui est pris comme exemple dans plusieurs parties du monde. Donc, on va dire que moi-même, j'ai l'occasion de participer au niveau de ISO Standard. Ah oui, justement, j'allais venir là-dessus. Donc, le ISO Certification, est-ce communiqué et ISO Certified? Oui, bien sûr. Quand nous mettons en place, quand nous créons Omniken, nous rebrand. Pour encore une fois, partage avec les internautes, quand nous because ISO, nous because International Certification. Voilà. Donc, la certification ISO, nous finissons gagner en... Excusez-moi. Nous finissons commencer, c'est un process qui nous a commencé en 2009, quand Omniken, in rebranded depuis mon trésor, nous venons d'Omniken, et nous mettons en place plusieurs normes ISO. ISO 9001 en termes de quality management, parce que nous pensons que c'est vraiment la base pour capable de deliver quality service to our customers. C'est le label of quality là. Label of quality. 9001. 9001. Nous finissons aussi mettre en place ISO 14001 dans nos bonnes activités qui ont vraiment un impact au niveau environnemental. Donc, c'est important qu'ils nous mettent ça. Donc, au niveau de notre centrale thermique, nous ISO 14001 qui en termes de environmental management. Tout au long du supply chain, je applique ça? Oui, alors mon position là, donc ça c'est en termes de ISO standards et aussi ISO 22000 qui est la norme en termes de food safety qui nous fait mettre en place. Maintenant, en plus de ça, c'est qu'il nous besoin de dire qu'aujourd'hui, le client qui a cette disque avec nous, il passe s'intéresser pour connaître si disque là sur un grain bien fin ou bien si disque là bien blanc. Il passe intéressé avec ça. Ça c'est bien sûr, c'est bonne qualité qui vise. Donc, il a envie de connaître qui peut passer dans le supply chain. Ça veut dire, depuis qu'il nous peut planter la canne, nous peut récolter, nous peut transporter, nous peut amener à l'usine, nous peut transformer en produit final. Il a envie de gagner une transparence et totale sur toute la chaîne d'approvisionnement. Qui fait, il est bien simple, parce qu'aujourd'hui, pour celui qui peut commercialiser sa disque là, il peut servir ça dans ce banc de produits. Demain, s'il y a un scandale en termes de soit child labor ou bien ban norme qui ne peut pas respecter, sanitaire qui ne peut pas respecter, ou bien même au niveau health and safety, ou bien au niveau environnemental, ça vient jouer aux autres réputations. Nous faisons trouver d'ailleurs au niveau du textile, par exemple, quand je paye dans l'usine au Bangladesh, par exemple, quand il y a un cas de child labor qui finit qui finit mettre au jour. Donc ça finit impacter beaucoup les autres réputations. Et je ne paye énormément. Donc le reputational risk est vraiment très très critique et donc, pour assurer qu'ils aient une transparence et un certificat, une garantie de durabilité de la chaîne d'approvisionnement pour le sucre, donc il y a une norme qu'ils mettent en place. Donc, par exemple, la norme Bon Sucro, c'est une norme qui finit mettre en place pour international, qui assure que demain, quand un acheteur peut acheter sa disque là, il y a une garantie que sa disque là, il respecte toutes bonnes conditions sociales et environnementales au niveau de ce production. Et aujourd'hui, Maurice, l'usine d'Omniken, nous est la première usine en Afrique d'avoir obtenu cette certification. Alors, comment je partage, comment je fais le grand public connaît cette information-là? Alors,
déjà, nous ban acheteurs, Oui. c'est ban là qui achètent nous d'ici à l'exportation. Donc, comme on connaît, le syndicat des sucres, c'est ban là qui commercialise le sucre mauricien vis-à-vis ça ban acheteur là. Donc, quand nous enlevons ça ban acheteur là, ban là, on vit connaître qui plus qui te peut donner qui les autres payants. En plus d'avoir un prix compétitif, en plus d'avoir la qualité, qui les autres affaires qui te peut donner moi. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'ils... USP, moi, nous disons le jargon, Unique Selling Point. Voilà. Donc, si il y a une affaire qui aujourd'hui permettre le sucre mauricien démarquer par rapport à la concurrence, Justement. parce que nous besoin dire que Maurice est un petit producteur de sucre, nous pas comme le Brésil, quand nous capables de dicter ou bien influence Ou impose. Voilà, ou même influence les coûts du marché. Mais nous ne pas capables de faire. Par contre, nous sommes capables, comment tu veux dire, nous avons un unique selling point, qu'on devine différencier nous-mêmes par rapport à la compétition en donnant un service, un produit qui garantit de la qualité et de la durabilité. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que le client, il y a un changement dans le mindset de la clientèle, c'est que j'ai tout envie de gagner sa garantie au niveau de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Mais tu peux cause, par exemple, il y a le sucre spécial Dina Sugar, n'est-ce pas? Yes. Par exemple, si nous achetons une boîte de Dina Sugar à Maurice, là, est-ce que quelque part, il y a ça saut de label là, quelque part sur la boîte, il y a souvent des affaires là? Oui. Disons, nous avons un label qui est approprié. Par exemple, MSB, Mauritius, notre bureau, tout ça. Nous avons le label Made in Maurice. Oui, voilà. Le label Made in Maurice qui est très important. Nous trouvons l'importance de produits locaux quand nous gagnons le confinement. Quand nous nous refermons nous-mêmes, ben, c'est la production locale qui est là pour soutenir nous. Donc, on ne peut pas courir pendant le confinement, du monde manque du sucre. Voilà. C'est grâce à la production locale. Et d'ailleurs, moi, je pensais qu'il peut-être nous pas réaliser. Nous pas réaliser. Donc, nous besoin encourager davantage l'autosuffisance de la production locale. Donc, nous avons le label Made in Maurice, nous avons le label en termes de normes sanitaires, food safety, et aussi le GI index qui nous respectait. Mais justement, puisque nous cause Covid, est-ce que l'industrie sucrière, et là nous cause en particulier ici Omniken, est-ce qu'il est affecté avec Covid? Oui, certainement nous est affecté parce que c'était un problème qui nous une crise, je dirais, planétaire, donc qui a impacté au niveau de nous trouver après le Covid. Pendant le Covid, nous avons une exportation qui nous pas fini capable de faire, qui fait une retard de exportation. Donc, qui dit retard d'exportation, donc dire que nous avons une rentrée de devises qui tardait pour rentrer. Vous pouvez demander également, est-ce qu'il reste dans carreau? Non. Pas de dans moulin? Non, ça c'est pas le cas parce que heureusement, la période qui nous gagne le lockdown, le Covid, c'était pas pendant la période de coupe. Nous pas gagné ce problème là, heureusement. Mais par contre, là, quand nous impacté, c'est au niveau de nos fournisseurs. Parce que les fournisseurs qui nous sont à travers le monde, donc nous avons l'usine qui est fermée, nous avons l'équipement pour venir faire la maintenance de l'usine. Donc nous sommes vraiment challenging pour nous capables de compléter la maintenance et pour capable être prêt pour démarrer la coupe au mois de juin-juillet. Vous vous posez une question un peu technique, bon, et juste pour nous capables de partage avec surtout les jeunes qui peuvent regarder l'émission et peut-être même un peu anciens pour qu'on entende retenir cette phrase là. Dis-moi un petit coup. Est-ce que, par exemple, par harpon, à l'époque, je me rappelle, nous pouvons dire, bon, un harpon canne, un harpon sous canne, gagne telle quantité, tonnage, etc. Un harpon de terrain. Ok, est-ce qu'il nous encore, car cause ça, aujourd'hui, est-ce qu'il a amélioré, et combien de districts nous gagnons, est-ce qu'il nous capte d'argent un petit peu avec Mandimoun? Oui. Roughly. Donc, quand nous cause pas, le rendement par hectare, le rendement par hectare. Combien de tonnes canne nous gagnons d'un harpon? Donc, si nous cause par hectare, un hectare, il est capable de dire, par exemple, nous, dans la région de Britannia, Benares, nous gagnons jusqu'à même 110 tonnes à l'hectare. L'hectare, c'est combien? Donc, un hectare, c'est à peu près 2,5 harpons. Ok, ça veut dire que 110. C'est-à-dire 55 à peu près. Voilà. Parce que je me connais, moi, à l'époque, nous payons 35 tonnes oui, par rapport. Là, nous payons
Beaucoup plus là. Hein? Oui, parce que la région de Britannia, Benares, c'est quand même sur l'île, nous avons un record que tous les ans nous fait la meilleur rendement au niveau national. Hein? Wow. Donc, nous avons toujours gagné médaille d'or à ce niveau-là. Mais et qui occasionne ça? Hein? Donc déjà, le climat que nous avons, la qualité du sol, et aussi dire qu'ils nous mettent beaucoup l'emphase à Omniken pour faire la rotation, c'est-à-dire nous plantons, comme nous avons pour replanter la canne, parce que la canne est un cycle de 7 ans. Donc avant qu'ils nous replantent la canne... Ou bien, parce que moi, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent ça. Oui. Donc avant qu'ils nous replantent la canne, après ce cycle de 7 ans-là, nous plantons la pomme de terre. Ah, d'accord. Donc, nous plantons la pomme de terre, nous récoltons... Pas entre lignes, là, hein? Non, pas entre lignes. Dans Carola même. Dans ce champ qui pour recevoir, nous replanter la canne, donc nous faisons une crop rotation, que nous mettons la pomme de terre, et ça permet de refixer les minéraux, les matières inorganiques qui trouvent dans le sol, et ça les améliore. Engraisse ce terrain-là en exactement. Même temps. Au lieu qu'il nous peut épuiser, il permet de régénérer, et là, évidemment, nous trouvons que le rendement est bien meilleur. Ça veut dire, si nous sommes capables d'y aller indirectement, Omniken également contribuer dans sa autosuffisance alimentaire dans de certaines... Exactement, en produisant de la pomme de terre. De la pomme de terre. À chaque fois, c'est la pomme de terre ou bien les autres affaires encore? Non, c'est la pomme de terre. La pomme de terre. Okay. Mais aussi vrai le constat qu'il nous fait, c'est que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, il y a une baisse de rendement au niveau de ban champ. Hein? Okay. Ça vient de l'eau, quoi? Donc, ça vient de l'eau plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons. Changement climatique également, il y a un rôle là? Changement climatique, un extrême de climat, trop de pluie ou bien trop de chaleur. Mais il y a aussi le fait qu'avec la situation économique, le prix du sucre, il y a des fois une tendance pour, pas tellement investir dans le côté maintenance des champs, fertilisation des champs, et ça a impacté le rendement. Et il y en a aussi au niveau des petits planteurs, et non, quelque part, des fois, des propriétaires terriens qui n'ont pas tellement connu le côté agricole, le côté plantation de canne, et je demande à être encadré. Donc, au niveau de Omniken, c'est que nous mettons en place, nous appelons un département qu'on appelle le Planters Advisory Department. C'est justement pour répondre à ce qu'il nous dit là, ce constat qu'il nous fait là, c'est que nous sommes capables de donner un encadrement aux planteurs. Et d'ailleurs, le Planters Advisory, nous collabore avec surtout les petits planteurs qui aujourd'hui nous donnent un Total Cane Management Service. Ça veut dire, qui veut dire ça? Ça veut dire nous prenons la responsabilité pour la plantation, pour maintenir notre champ, pour faire la récolte, pour faire le transport. Tout ça. Parce que pour moi, là, c'est des fois un casse-tête. Parce que quand tu prends le rôle de la main-d'œuvre, one-stop shop. Un one-stop shop en termes de services qui nous donnent ça. Et là, nous, l'ambition, c'est qu'ils nous envie que ce département-là, il offre encore plus d'avantages de services dans ce sens-là. Parce que nous besoin dire qu'il nous a un outil qui nous appelle un bisou, hein, le cluster de cannier industriel de la baraque, quand nous fait la transformation de la canne, comme on expliquait, en différents produits énergétiques, bioéthanol, sucre et autres dérivés, une panoplie de produits. Mais si nous payons canne même qui peut rentrer, alors l'outil n'est pas pour servir à grand chose. Et donc il est extrêmement important qu'il nous maintenir sa approvisionnement de la canne. Voilà, et sa relation là. Donc c'est pour ça qu'il nous peut travailler en étroite collaboration avec les planteurs, la communauté des planteurs, dans ce sens-là. En plus de les efforts qui l'État peut faire pour apporter un accompagnement financier à les planteurs. Vraiment subjugué par tout ce des détails croustillants. D'ailleurs, nous plateaux, nous appelons à cœur ouvert, nous pouvons tirer beaucoup d'affaires qui nous pas connaissent. Moi, tu connais. Tout le monde a fait. Hein? En 2022, là, quand nous pouvons dire dans chaque foyer, dans chaque case, il y a un gradué. Hein? Nous connaissons les parents dans le passé parti comme ça. Maintenant, avec gender equality, c'est-à-dire même les filles, les parents, qui peut-être à l'époque, tu peux look down upon. À l'époque, tu peux commencer à une scarcity of labor. Comment ça a été en 2022? Est-ce qu'il nous peut continuer 10 personnes pour aller travailler dans Carocan, dans son
Donc, ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Comment je fais face à ça? Donc, pour faire face, je pense c'est qui est important, c'est nous bien capables, autant que possible, mécaniser. Oui. Nous bien capables. La mécanisation est donc, la mécanisation est très importante. Donc, oui. à Omniquet, nous déjà, plus de 80% des champs qui sont mécanisés. La plantation de la pomme de terre et la récolte, encore une fois, ça se fait totalement de manière automatisée. Oh, rien manuel. Rien manuel, tout est fait automatisé. Okay. Donc, je pense que ça, c'est nous bien investir dedans, au niveau de la mécanisation. Pour nous capables... Excusez-moi, je vais faire les mécanique parce que, par la force des choses, ou bien parce qu'il n'y a pas gain main-d'œuvre? Non. Je pense qu'il vient répondre à sa challenge qui nous est en termes de scarcity of labor et aussi en termes de coût de production. Si nous avons envie d'être plus efficient pour chaque tonne de canne qui nous produit et chaque tonne de pommes de terre qui nous produit, ben, nous sommes capables d'être efficients au niveau de bas de coûts. Donc, il est important et aussi en termes de notre productivité même, il est extrêmement important qu'il nous mécanise. Mais aussi, ce qui nous besoin guetter, c'est une cause dans chaque case un gradué. Mais nous sommes capables de dire que ce gradué-là retrouve sa place dans l'industrie cannière ou bien dans Est-ce qu'il y a sa place? Exactement, il y a sa place. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple du sa complexe cannier industriel qui nous met en place à la baraque, l'escalier, ben aujourd'hui, si nous sommes dans le profil des bonnes personnes qui nous peuvent employer, c'est beaucoup d'ingénieurs, de techniciens qui viennent former et qui aujourd'hui peuvent retrouver place. Alors qu'avant, nous pas penser que c'est l'industrie là, qui tient l'industrie très... Qui peut embaucher ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent sortir de l'université avec un diplôme en ingénieur mécanique, agronome, au niveau qualité, quality engineering, au niveau environmental engineering, health and safety. Même IT. Même IT. Aujourd'hui, nous faisons l'industrie 4.0, qui veut dire nous besoin d'une digital transformation. Donc, on est pleinement involved dans le digital transformation et l'importance de ban IT professionals nous retrouve là. Donc, c'est un secteur d'avenir. Quand ban jeune, même si je peux faire ban diplôme, ban degré, je te place dans sa nouvelle industrie cannière de Maurice. Excellent. Alors, nous retournons un petit peu le training, parce que pour moi, c'est une affaire qui traite doucement personnellement. Alors, racontez un petit peu, c'est un personnel de combien, comment ça se passe, et vous avez démarré avec combien de personnes, est-ce que tout le monde trouve à la baraque? Racontez un petit peu comment ça a été. Donc, à Omniquet, aujourd'hui, nous employons à peu près 1500 personnes dans différentes activités agricoles, usines, centrales thermiques, distilleries. Et là, bien sûr, la plus grosse part des employés se trouve dans le secteur agricole. Right? Donc, les autres activités, nous, au niveau de l'usine sucrière, nous employons à peu près 300 personnes. 300 personnes. Et dans des activités comme centrale thermique et au niveau de production de bioéthanol, une cinquantaine de personnes. Donc, au total, 1500 personnes. 1500. Dans les champs et tout. Voilà, combiné. Donc, qui dit le personnel, dit aussi la formation. Oui, justement. Donc nous mettons beaucoup d'emphase sur le côté talent management. Donc, nous avons une formation en continu. Donc, nous avons un besoin en formation qui est identifié. Et nous avons aussi, au niveau d'Omniquet, un département, une académie qui nous appelle comme ça, Essentia, qui nous fait mettre en place sous l'égide de l'hôtel Holiday Inn, qui est une des filiales d'Omniquet. Et nous faire la formation pour les besoins du personnel on an ongoing basis. Ongoing basis. Donc, c'est dans un trainer, c'est dans une école de formation. Donc, voilà. Donc, ban trainers, nous capables, il y a ban trainers qui sont internal, mais aussi nous outsource ban training. Et dans quel domaine? Par exemple, merchandising également, par exemple, allons dire pour écouler le produit d'une nature, est-ce que je vais demander une formation pour aller, comment on explique ça, avec un product knowledge et tout? Oui. Alors, nous besoin dire que quand nous rentrons dans un nouveau créneau, nous avons une nouvelle exigence
nous sommes capables de remettre nous-mêmes en question et gagner la formation. Un exemple, comment on bien dire, c'est quand aujourd'hui nous sortis depuis from being a B2B supplier, nous pouvons directement B2C. Donc, ils demandent quand même des skills en termes de sales and marketing. Pour les besoins, excusez-moi de vous interrompre, pour les besoins, encore une fois, nous pouvons faire la formation en même temps là, hein, pour nous dans l'internet. Alors, quand nous parlons de B2B, nous because business to business, quand nous because B2C, nous because business to consumer. Voilà, donc, mais c'est une important, parce que si nous cherchons certains jargon, comment nous dire, alors peut-être pour nous, nous pouvons comprendre nous, mais quelqu'un qui peut regarder, dire bon, c'est quoi B2B, c'est quoi B2C, ben en même temps, comme vous le voyez, cher Internet, chers amis, alors GRF Web TV, c'est pas seulement avoir des invités, mais c'est également la formation, c'est également partager avec vous à cœur ouvert, comme on dit. Allez-y. Donc, si nous parlons from B2C, donc nous pouvons vraiment avoir une bonne qualité en termes de pour faire le marketing et le sales de nos bons produits. Donc, c'est une formation qui nous besoin dans les compétences. Et si nous payons les compétences, nous devons assurer que les gens qui nous aident, nous gagnent la formation voulue dans ce domaine-là. Si nous payons en termes de bonnes exigences, en termes de qualité, de bonnes standards qui nous besoin comply, bien encore une fois, c'est une formation dans ce domaine-là qui nous besoin mettre en place. Si nous payons automatisation de bonnes process, c'est encore une fois la formation. Si nous payons un nouveau process, comme on donne l'exemple, c'est nous produire le sucre Logii, ou bien nous produire justement, c'est ça que je voulais demander. Voilà, le sucre Logii, ou bien nous produire le H, à partir qu'on avait dit pour utiliser dans le ciment. Voilà, le green cement. Donc ça demande que même si à la base nous avons des gens qui ont une formation en engineering, mais quand même c'est un nouveau savoir-faire, ils sont bien capables de comprendre l'outil, comment le piloter. Donc c'est une remise en question permanente et un besoin de formation qui émergeait as we progress. Et avant la régie, avant de nous passer à sa page de pub là, moi j'ai envie de demander nous passer une page de pub dans un petit moment, moi j'ai envie de créer toutes ces affaires de H là, ça intéresse moi pour connaître un peu davantage. Hein. C'est-à-dire que, alors moi dans quincaillerie, moi là c'était ciment, ok? Ciment là, est-ce qu'il y a le pochette là, il y a une affaire spéciale là qui, ça c'est H. Ciment ou bien comment ça se passe? Non, parce que il n'est pas vraiment nécessaire qu'il ban là précise, parce que le produit final qui nous vend avec eux, il y a dans toutes les propriétés équivalentes du ciment. Il y en a même quelques propriétés qui sont meilleures en termes de ce workability, de ce strength. Donc c'est un mélange qui fait déjà par ban cimentier, donc ban là qui fait le mélange et je commercialise le produit. La côte ban là bénéficier, c'est que, comment je peux expliquer, c'est autant de ciment qui est évité à l'importation. Oui. De l'or encore une fois. Devises étrangères. Et il est aussi important, des fois nous pas connaître que l'industrie du ciment, c'est une des bonnes industries dans le monde qui a le plus highest carbon footprint. L'empreinte carbone, c'est-à-dire quantité CO2 qu'ils émettent quand ils produisent, ils manufacturent le ciment, est extrêmement élevé. Donc, ça va une grosse compagnie là. Au détriment de l'atmosphère. Au détriment de l'atmosphère. Donc, je ne prends pas un engagement comme un corporate citizen, je ne prends responsabilité qu'ils pour réduire les émissions de CO2. Alors, ça, quand nous pouvons fournir le green cement qui produit localement, l'IPAPESIS évite l'importation, mais quand nous guettons le cycle, l'IP évite à peu près 30 000 tonnes de CO2 que l'industrie du ciment peut éviter to emit. Can we repeat the figure? 30 000 tonnes de CO2, which is avoided by the cement industry. Et en termes de tonnes de cendres que vous donnez, que vous contribuez dans le domaine du ciment, c'est environ combien annuellement peut-être? Donc c'est autour de 25 à 30 000 tonnes. Autant? Autant que ça. Incroyable. Ouais. Page de pub et on retourne sur le plateau de GRF Web TV dans un petit moment. Quand on a un fauteuil roulant, pas tout l'endroit qui est accessible pour... Il est difficile pour capable faire ou pas une propre achat, surtout ces établissements-là, pénal à la rampe. Mais dans Super U, vous gagnez la priorité pour passer à la caisse. Moyen un cas spécial que vous capable poser un achat et moyen l'espace parking réservé. Et surtout, ce ban réunion assez large permet que vos fauteuils passent entre eux. Dans Super U, à cause de l'accessibilité, moi en tant qu'individu en situation de handicap, me sentiment valorisé.
De retour sur le plateau de GRF Web TV. Alors, nous sommes en direct avec notre invité, Rajiv Ramlagan, de Omnikane. Et aujourd'hui, nous pouvons faire un tour d'horizon de ce que Omnikane fait et en même temps, nous pouvons faire une collaboration d'Omnikane et de GRF. Avant que nous continuions avec ce que Omnikane est en train de faire, j'ai envie de retourner un petit peu sur sa collaboration de GRF et d'Omnikane. Alors, c'est une très belle histoire, hein, une histoire d'amour, hein, à capital entre vous, hein, la fondation, les deux fondations, si on peut dire, et comment vous voyez l'avenir maintenant au niveau, maintenant que nous collaborons, en passant, GRF a été lancé un fameux 11 novembre 2011. Okay? Donc ça fait 10 ans. Yes. Okay? Ça fait 10 ans, correct, que la fondation GRF, Global Rainbow Foundation, existe. Et depuis ça, dans ce temps, Omnikane est venu comme un partenaire très fort, très apprécié. Maintenant que vous voyez un peu, nous aussi, nous pouvons expandre, hein, toute mon activité, comme vous avez vu aujourd'hui. Alors, quel est l'avenir un peu pour rassurer tout le monde qui peut écouter nous ce matin? Donc, il faut aussi préciser que quand Omnikane, la fondation, nous travaillons avec des stakeholders, des ONG, nous mettons beaucoup l'emphase sur les critères sur lesquels nous évaluons ces partenaires-là. C'est le sérieux, le professionnalisme et le travail qu'ils peuvent délivrer et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Et ça, c'est un critère qui nous guette pour nous capables de décider est-ce que c'est un partenariat qui nous peut continuer. Est-ce que c'est là pour continuer? Voilà, nous pouvons continuer ou bien il est pour nous divorcer. Donc, c'est, et bon, on va dire que dans le cas de GRF, si sa collaboration avec Omnikane Foundation il continue, et moi, je suis capable de dire qu'il peut continuer davantage dans les années à venir, c'est parce que concrètement, nous pouvons trouver l'expansion qui Global Rainbow Foundation et l'impact qu'il peut apporter à tous les niveaux, que ce soit en termes de soins et en termes d'adaptation, intégration de bonnes personnes. Parce que bien souvent, nous oublions ça volet-là, ça volet de intégration dans la société, dans le monde professionnel. Donc, ça encadrement qu'ils se peut donner là, ben, nous sommes capables de dire que tous les ans, quand nous review nos partenariats avec ban ONG, ben, GRF est parmi top listed ones, définitivement. Ben justement, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, et en même temps, vous comme porte-parole d'Omnikane, c'est que nous lançons d'un projet très challenging pour les gens en situation de handicap, c'est-à-dire un hydrotherapy pool. Okay? Qui nous fait at the premises here itself. Alors, c'est quoi un hydrotherapy pool? C'est-à-dire c'est une piscine très spéciale pour les gens en situation de handicap que ils trouvent médicalement comment ça aide pour récupérer une bonne partie de son sens, etc. Le bilan, encore une fois, je tends la perche pour dire que please take note because we are going. Moi-même pour travailler sur ce projet-là pour GRF, ben, c'est bien intéressant si nous gagnons collaboration. Hein, d'Omnikane pour ce projet-là. Et comme on dit encore une fois, c'est un projet pareil comme je fais beaucoup d'affaires qui je peux réinventer tellement de choses. Alors croyez-moi, si demain ça vient une réalité et tout le monde qui vous bénéficier de ce service-là pour une pensée spéciale pour Omnikane. Ouais. Rajiv, dis-moi une affaire. Nous payons jusqu'à maintenant combien d'années d'existence d'Omnikane? Depuis mon trésor, minimum, nous payons 96 ans. 96 ans. Ouais. Et Omnikane lui-même, en such? Rebranded depuis 2009. 2009, correct. Ça veut dire, allons dire, 13 ans. 13 ans. Quel est l'avenir? Est-ce qu'il y a un peu les autres activités? Est-ce qu'il y a une expansion additionnelle? Est-ce qu'il y a une expansion régionale? Comment ça a été? Hein? Alors, nous besoin dire que ça savoir-faire qui
qui omnicaine développé au niveau du... Pour notre raison, zone employeur. Et pas juste raison, mais avant, oui, tout ça, ça maîtrise qui nous tient au niveau de la côté agricole, au niveau de la fabrication de sucre. Donc, nous exportons ce savoir-faire là et nous expandons le marché africain. Donc, c'est un pays. Donc aujourd'hui, nous concrètement, nous présents au Kenya. Nous, ensemble avec un partenaire local là-bas, nous mettons en place un cluster cannier. Nous faisons la plantation de la canne, nous faisons pareil comme nous sommes à la baraque, donc le même concept. Vous avez une succursale dominicaine au Kenya? Ou bien c'est un partnership? C'est un partnership. Nous sommes 20% dans la compagnie et qui permet de nous valoriser la canne pour produire le sucre et aussi produire de l'énergie. Nous aussi présents au Rwanda. Nous faisons une FEC complète, une centrale hydroélectrique de 5 MW. Donc, pour nous, c'est une grande fierté parce que quand nous disons faire un projet en Afrique, c'est quand même beaucoup de challenges qui peut-être nous pas faire face de ça à Maurice, mais quand nous allons dans un pays comme ça, difficulté... Oui, avec votre propre culture à eux. Voilà. Oui, définitivement. Culture, approvisionnement, le terrain, donc c'est quand même beaucoup de challenges qui nous finissent surmonter et nous finissent réussir, mettre sur pied ces deux projets-là. Donc pour nous, c'est une expansion à partir de là. Donc nous, l'ambition, c'est développer un nouveau projet encore dans l'énergie renouvelable sur l'Afrique, dans le côté hydro. Mais pas juste l'hydro, parce que nous avons aussi un savoir-faire au niveau de tout ce qui appelle énergie renouvelable. Donc, comme on nous connaît dans Maurice même, nous avons une ambition pour phase out le charbon d'ici 2030. Qui est très polluant. Qui est très polluant, donc c'est très, c'est très louable comme initiative, au moins qui nous avons une vision, nous connaissons quand nous peut aller, where we are heading, et nous pouvons travailler d'arrache-pied là pour nous capables d'apporter un substitut, comme on peut dire un substitut, c'est-à-dire comment nous substituer le charbon à partir de la paille de canne, à partir de les autres sources de biomasse pour produire de l'énergie, et aussi développer l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque. Donc, nous avons un partenaire avec lequel nous pouvons travailler là et nous trouvons l'avenir très prometteuse dans le côté énergie renouvelable et surtout relève un défi qui le changement climatique peut poser aujourd'hui. Worldwide, pas seulement Maurice. Worldwide. Mais pour retourner avec sa expansion régionale là, nous avons Rwanda, qui est un pays en développement après la guerre tribale qui tient à un moment, maintenant c'est du passé. Ainsi, au Kenya, Nairobi et tout ça, nous avons beaucoup de développement encore. Est-ce qu'il y a les autres pays encore, et autres que l'Afrique, par exemple, nos voisins, Seychelles, autour de nous-mêmes là, tout près, est-ce qu'il y a une collaboration dominicaine avec ces pays-là? Oui, enfin, vous expliquez. Ou Madagascar, par exemple? Vous dire, tu as expliqué avec La Réunion, comment nous avons une collaboration, que nous, l'éthanol, peut sortir ici, puis à La Réunion. Bien sûr, nous sommes capables de trouver une synergie au niveau régional. Donc, nous avons un projet qui nous, in the pipeline, nous peut étudier pour la région. Et aussi en Afrique, il y a les autres pays comme le Ghana, le Burundi. C'est un pays que nous sommes capables de trouver une opportunité pour faire un projet au niveau de l'énergie renouvelable et même pourquoi pas au niveau de la canne. Mais et en même temps, peut-être, vu que nous avons tu peux cause un gradué qui peut quitter l'université, nous pouvons absorber une partie, et surtout que c'est une école de formation et tout, ça veut dire qu'on ne peut prendre du monde, nous peut envoyer dans ce pays qui nous fait dire là pour aller travailler, pour exporter ça know-how là. Et en même temps, nous pouvons embaucher un Mauricien qui peut gagner une ouverture vers ce pays-là. Bien sûr, c'est une ouverture pour nous, nous cadres, nous professionnels. Sur ça marché, je pense qu'au niveau de la région, il y a beaucoup d'opportunités et nous sommes bien capables de saisir cette opportunité-là. Radio Ranangan, nous arrivons presque à la fin. Les temps passent vite au niveau de nos plateaux de GRF Web TV à cœur ouvert. Donc, nous causons un petit peu au niveau maintenant de est-ce qu'il y a l'avenir, après tout ce qui nous dit, vous connaissez vos questions, peut-être il y a un pléonasme, est-ce qu'il et malgré tout ce qui nous dit là, nous encore rassure les jeunes, parce que c'est cette génération qui peut venir là, qui, ok, allent dans le champ,
et dans l'avenir, et dans quelque chose qui peut venir, et surtout avec tout ce que je peux investir. Oui, moi, je peux dire que la canne se place dans le paysage. Vous optimiste? Oui, je suis optimiste parce que je crois qu'il se place dans le paysage mauricien. D'un point de vue écologique, d'un point de vue l'attrait qui nous est pour le côté verdoyant du pays. C'est un peu nous appelé le poumon de l'île, hein, quand nous peut la canne autour de nous, quand nous peut voyager. D'ailleurs, la couleur verte dans nos drapeaux national, il symbolise sa champ de canne. Exactement. Si tu mets bien un champ de canne, nous pouvons besoin de couleur verte. Voilà. Donc je pense qu'il y a se place au niveau écologique, mais aussi parce que la canne, comme on expliqué, la panoplie de produits que nous sommes capables de faire à partir de lui, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous capables de relever un défi au niveau, comme on expliqué, en termes de nous autosuffisance, en termes de production d'énergie. Donc c'est quand même nous bien capables contre l'eau là. Et aussi comme un secteur d'avenir pour tout ce qui appelle une valorisation de sous-produits qui nous capables de gagner. Et c'est un secteur dans lequel nous sommes capables de compter pour l'avenir, certainement. Mais ou pas craindre, par exemple, avec sa développement, je dire féroce, moi-même utilise le mot peut-être un peu osé, sauvage des fois, qui nous trouvait béton partout, petit à canne, peut mettre, par exemple, si on prend Cybercité à Eben, alors tout ça là c'était un moment sous canne, et tout ça là il a enlevé, alors le pays partout il peut trouver un mall peut construire au détriment de un champ de canne. Mais qui peut arriver après? Quand nous bougeons sa canne là, quand nous bougeons sa place là pour mettre ça comment on dit, ou peut donner une formation, ou peut investir énormément dans l'usine et tout, mais quand ça place pour continuer à planter là? Donc, comment nous fait sa balance là? Vous pensez qu'on peut dire besoin d'une balance. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'être dans un seul côté, nous restons conservateurs, nous disons nous pouvons faire 10 cannes, et nous avons les autres piliers de l'économie qui nous besoin développer, et pour nous développer ce pilier là, nous besoin l'infrastructure. Mais quelque part, ce qui est important, c'est qu'il ban ressources qui nous non, par exemple ban superficie de canne qui nous désaille non, nous bien capable de guetter comment nous capable augmenter le output de sa ban champ là. Ça c'est important. Et aussi comment nous capable de développer les autres produits au lieu qui nous contenent nous un ou deux produits dérivés de la canne. Donc vous pensez l'avenir il trouve plus là-dedans, il est capable c'est différents produits qui capables de rapporter différents streams de revenus pour le secteur en entier, mais nous sommes capables de guetter dans ce sens-là, et nous sommes capables quelque part un accompagnement qui donnait à la communauté des planteurs pour qu'ils soient capables de gagner l'incentive voulu pour capable rester dans sa business là. Définitivement. Vous pensez notre très optimisme nous a dit là qui vraiment ban camarades qui peut regarder nous, et surtout si d'abord mis ban planteur qui peut regarder nous, vous pensez je peux feel réassurer que ok et dans une affaire pour ceux qui peuvent venir. Alors Rajiv Almagan, on visite les locaux de GRF, nous causons un petit peu aujourd'hui sa collaboration étroite qui est entre GRF et Omnicane. Alors le mot de la fin de votre côté. Sinon, pour cause, d'abord votre passage aujourd'hui, nous retournons dans sa partie très émotionnelle. Vous étiez là, étant enfant. Donc, comme disait GPS pour dire Rajiv, les locaux de GRF se trouvent. Alors, le mot de la fin, de votre côté? Donc, le mot de la fin, je pense qu'il y a une synergie qui est très importante entre les players dans le côté business et aussi les players au niveau social. Donc, sa collaboration-là est extrêmement importante pour nous capables de soulager la société et de répondre à cette attente. Donc, moi, ce qui me souhaite qu'il y ait encore plus de collaboration dans ce sens-là entre les ONG et les corporates et qui nous travaillent, pareil comme nous pouvons travailler là ensemble avec Global Rainbow, la main dans la main vers une société meilleure. Et c'est internaute, c'est du monde, le grand public, envie qu'on ait un peu plus le Omnicane.
Et comment se faire? Est-ce que les petits enfants, nous tiennent avant un projet, faire pique-nique, rentrer dans le bus, là, est-ce que ça encore existé? Il y a un droit à venir visiter pour un étudiant et pour un universitaire? Et est-ce qu'il y a un website ou qu'à partager ça avec nos bannières, ou qu'à adresser avec la caméra, ou qu'à donner tout le détail là? Hein? Oui, donc si Bandimoun besoin de plus d'informations au niveau de mon activité dominicaine, donc vous êtes capable d'aller sur notre website www.omnicaine.com. Et aussi nos pages Facebook et nos pages LinkedIn, quand nous avons pas mal d'informations et de documentation qui nous est. Donc, vous êtes capable de découvrir nos bonnes activités sur sa bonne page là. Rajiv Ramlagan, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de GRF Web TV. Merci, plaisir partagé. Merci encore une fois. Donc, chers internautes, nous sommes arrivés. Et comme vous le voyez, le temps passe très vite. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Alors, encore une fois, je dis merci à Omnicaine et à travers Rajiv qui est présent avec nous aujourd'hui. J'espère ou internaute, ou fin gagne beaucoup de détails. Pendant fait que vous pas connaissez, moi, on apprend beaucoup de affaires encore. Et alors, on se donne rendez-vous lundi prochain. Encore une fois, merci, bon appétit et à la prochaine fois. Au revoir.